Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, un congrès pour quoi faire, un Premier ministre pour quoi faire. Fabien Amias, vous recevez ce matin le constitutionnaliste Didier Mauss. Constitutionnaliste et l'un des plus éminents spécialistes de nos institutions. Bonjour Didier Mauss. Bonjour. J'espère que vous avez aussi quelques connaissances, j'en suis sûr, en mythologie romaine, car nous allons parler... Romaine, c'est un peu loin, je ne l'ai pas vécu. Oui, bon, on essaiera quand même de parler un peu de Jupiter, si vous le voulez bien. Oui. Tiens, j'ai écouté Europe 1, comme tous les matins, et j'ai entendu... Coup de com', pouvoir personnel, Jupiter à Versailles, ça ce sont des parlementaires qui parlaient à nos reporters et qu'on entendait ce matin à propos de l'intervention annoncée du chef de l'État devant les parlementaires réunis donc en congrès lundi, soit la veille du discours de politique générale. Alors on va dépassionner tout ça et analyser avec vous Didier Mauss. Mais d'abord rassurez-nous, tout cela est bien constitutionnel ? Il n'y a aucun problème de constitutionnalité. On est dans une application parfaitement régulière, normale et j'ajouterais cohérente de la Constitution. On est dans une séquence politique également parfaitement cohérente. Le président de la République a été élu, les députés ont été élus. On commence la semaine prochaine le vrai travail législatif. Eh bien, le président de la République va dire voilà ce qu'il faut faire. Quels sont, Emmanuel Macron le fera donc lundi, d'autres présidents l'ont fait déjà, réunir les parlementaires et leur parler à Versailles, lesquels ? Alors, Nicolas Sarkozy l'a fait le 24 juin 2009 pour en réalité inaugurer la nouvelle procédure qui avait été inscrite dans la Constitution en juillet 2008, et François Hollande l'a fait le 16 novembre 2015 après l'attentat de Bataclan. Vous vous en souvenez ? Je ne suis pas sûr que rétrospectivement ça soit son meilleur souvenir, parce que sur l'instant ça avait été bien, ensuite il a eu quelques déboires avec la déchéance de nationalité qu'il avait annoncée devant les parlementaires. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant 2008, cette procédure n'était pas possible. Bon, et les présidents de la République communiquaient avec les députés et les sénateurs par des messages qui étaient lus dans les deux hémicycles du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. Donc il n'y avait pas ce contact physique qui aura lieu lundi à Versailles. Et finalement, c'est une pratique, arrêtez-moi si je me trompe, monsieur le professeur Didier Mauss, mais c'est une pratique, il faut remonter à loin pour la retrouver dans nos institutions, bonapartiste si je ne m'abuse. Oui, elle est bonapartiste, elle a fonctionné au début de la Troisième République avec Thiers, mais on était dans un contexte politique complètement différent, il n'y avait qu'une seule assemblée à ce moment-là. La question qu'on peut se poser, c'est si cette procédure avait existé, est-ce que François Mitterrand s'en serait servi en 1981 ? Car en 1981, après la double élection, exactement la même séquence politique que maintenant, François Mitterrand a envoyé un message au Parlement et il a dit des choses extraordinaires. J'ai apporté le texte parce que je trouve qu'il faut le relire et je suis sûr qu'Emmanuel Macron l'a relu. Et François Mitterrand dit aux députés « J'ai dit à plusieurs reprises que mes engagements constituaient la charte de l'action gouvernementale. J'ajouterai, puisque le suffrage universel s'est prononcé une deuxième fois, qu'ils sont devenus la charte de votre action législative. Vous les connaissez et je n'y reviens pas. » Bon, j'allais dire, si Emmanuel Macron lundi dit la même chose, il aura de bonnes lettres. En tout cas, cela conforte l'inspiration, et elles sont bien mitterrandiennes dans la pratique qu'a Emmanuel Macron des institutions. Mais ce qui est quand même nouveau, parce que là on parle des textes du droit, mais si on parle de politique, ce qui est nouveau, c'est que le président va s'exprimer à la veille du discours de politique générale de son Premier ministre, Édouard Philippe. Est-ce que ça n'est pas une mauvaise manière qui lui est faite ? C'est pas une mauvaise manière, c'est même une certaine tradition. Le texte que je viens de vous lire, là, de François Mitterrand, du 8 juillet 1981, a été lu un quart d'heure avant la déclaration de politique générale de Pierre Mauroy dans l'hémicycle. Et Pierre Mauroy commence son discours de politique générale, le grand discours dit des Trois Roses, sur la référence à ce qu'a dit François Mitterrand. Donc on est dans une cohérence constitutionnelle, politique et chronologique, à mon avis, parfaite et totalement dans la ligne de l'ADN de la Ve République. Donc ça n'est pas une entorse à l'article 20 de notre Constitution qui dispose que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation ? Parce que là, c'est le président qui va tout dire la veille. Non, il ne va pas tout dire, c'est certainement pas. Il va en dire une partie, il va dire ce qui relève du président. Alors l'article 20, c'est un vieux débat. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et le général de Gaulle avait une très belle formule disant « Puisque c'est moi qui préside le Conseil des ministres, donc l'instance de délibération du gouvernement, j'en fais partie et l'article 20, je me l'approprie. » Et en réalité, Emmanuel Macron est en train de faire la même chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence fondamentale ?
c'est que le Premier ministre peut être renversé par la représentation parlementaire. Il fait un discours de politique générale. Je rappelle, il va présenter sa politique et puis après, il la soumet au vote des parlementaires. Et si le vote est négatif, évidemment, c'est impossible puisqu'il y a une majorité. Mais bon, il peut être renversé. Tandis que le président de la République, devant le Congrès à Versailles... Il n'y a même pas de vote. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Il quitte la tribune une fois qu'il a fini. Il y a un débat. Les représentants des groupes politiques vont prendre la parole et il n'y a pas de vote parce que le président de la République n'est pas responsable devant les parlementaires. Alors, c'est vrai que c'est un système un peu déséquilibré. Bon, personne ne va vous dire que le système de la Ve République est parfait. Ceci étant, il est ce qu'il est, et de ce point de vue-là, je crois que Emmanuel Macron utilise toutes les ressources de la fonction présidentielle qui sont à sa disposition. Est-ce que d'une certaine manière, et je reviens sur ce que vous venez de dire, sur la non-responsabilité du président devant les parlementaires, est-ce que l'analogie qui est faite ici et là dans quelques titres de presse ce matin entre la pratique d'Emmanuel Macron et le régime présidentiel à l'américaine est valable selon vous ? Alors moi, j'ai toujours été très dubitatif sur la comparaison entre la France et les États-Unis. Les États-Unis sont une fédération. Il y a 50 États. Et il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de Premier ministre. Donc il est logique que le président de la République le président des États-Unis, fasse beaucoup plus de choses. On n'est pas dans un système à l'américaine. On est dans un système parlementaire parce qu'il faut le soutien de la majorité des députés avec un très fort président de la République. Et le contexte politique d'aujourd'hui, honnêtement, il est nouveau. Et là aussi, bon, le contexte est nouveau, mais finalement, on a beaucoup glosé sur le Premier ministre, le président qui passe devant le Premier ministre, etc. Mais je vous pose la question, y a-t-il eu un Premier ministre en France depuis 1958, hors cohabitation, je dis bien, qui n'a pas eu à subir la majesté présidentielle ? Aucun. Il faut être clair là-dessus. Je veux dire, si vous reprenez n'importe quel... C'était aussi le cas de Pompidou, de Mauroy. Pompidou n'était même pas parlementaire lorsqu'il est devenu Premier ministre en 1962. Édouard Philippe, au moins, a été parlementaire. Mais reprenez tous les premiers discours des premiers ministres successifs. Ils commencent tous par le thème « Dans la ligne de l'action du président de la République, je vais conduire l'action du gouvernement ». Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit. Peu importe les dispositions de la Constitution, la primauté politique du président, elle est inscrite dans les faits. J'ai relu une interview qu'avait accordée Emmanuel Macron, c'était au mois d'octobre, à la revue Challenge. Il disait, je le cite, « Je ne pense évidemment pas qu'il faille restaurer le roi. Pourtant, lundi, ce sera la deuxième fois qu'il se rend à Versailles en moins d'un mois. » Oui. Est-ce qu'il tient ses promesses ? Au-delà de le roi, ça voudrait dire revenir à la monarchie, mais j'allais dire l'utilisation de Versailles, d'abord elle est républicaine du point de vue des lieux du Congrès, sous la Troisième République, soit Quatrième République, et même sous la Cinquième, c'est là qu'on élisait dans le temps le président de la République, c'est là qu'on fait les révisions de la Constitution. Quant au château de Versailles, c'est quand même un des monuments les plus emblématiques de la France éternelle. Et qui lui aussi a été utilisé abondamment par les présidents par De Gaulle, par Mitterrand. Beaucoup. Voilà, c'est... Hier soir, Maxence Lambrec le racontait tout à l'heure dans le journal de 7h, il y a eu un coup de chaud à l'Assemblée, la bataille pour les postes à l'Assemblée nationale, notamment les questures. Ça se termine par un 100% République en marche, alors que traditionnellement, l'opposition détient une questure. La droite est furieuse, elle crie à la confiscation des pouvoirs. C'est une posture politique de la droite ou ça pose un vrai problème institutionnel ? Ça pose un vrai problème institutionnel si les trois questeurs sont effectivement de la même tendance politique. Mais quelle est la représentativité politique de M. Solaire ? Est-ce qu'il est à droite ou est-ce qu'il est dans la majorité présidentielle ? On le verra mardi, en fonction du vote qu'il émettra à l'égard de la déclaration de politique générale. C'est-à-dire que s'il vote la confiance alors qu'il occupe une questure qui normalement est occupée par l'opposition, là on aura peut-être un souci institutionnel. Il y aura une difficulté. Ceci étant, il y a toujours une posture, il y a toujours un petit peu d'exagération dans ce que les uns et les autres disent. Ce qui me frappe, moi, dans ce contexte parlementaire, c'est que d'un côté, on a une énorme majorité parlementaire, et de l'autre, on a des oppositions extraordinairement éparpillées, et qui ont l'intention, en tout cas pour l'instant, de s'accrocher et véritablement de lutter contre le pouvoir majoritaire. On n'est pas du tout dans un consensus mou. Mais c'est finalement le rôle classique de l'opposition, ce que vous nous décrivez là. Oui, c'est le rôle classique, mais avec une opposition très, très éparpillée. Est-ce que la véritable opposition, c'est Christian Jacob ou Jean-Luc Mélenchon ? Et là, il va y avoir une espèce de guerre entre les deux, savoir quel est celui qui va l'emporter en termes d'opposition. Et on les a reçus tous les deux successivement d'ailleurs à ce micro sur Europe et on a bien compris qu'ils comptaient s'opposer. On a appris également ce matin que le 14 juillet, voilà, il y a la traditionnelle interview du président de la République à 13h sur les deux plus grandes chaînes de télévision. Et Emmanuel Macron ne sacrifiera pas à cette
tradition. Là aussi, c'est totalement nouveau ou rien ne l'oblige à le faire dans les institutions? Alors, rien évidemment ne l'oblige à le faire dans les institutions. Bon, il n'y a pas dans la Constitution l'obligation pour le président de la République de s'exprimer devant vos confrères. Ça, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne le faisait pas. Certains ne l'ont pas fait. Ce qui me semble assez évident pour l'instant, c'est que Emmanuel Macron n'a pas envie de répondre à des questions. Il a envie de délivrer un message, mais il n'a pas envie qu'on lui pose des questions. Ça arrivera un jour parce qu'il ne pourra pas tenir indéfiniment. Et là aussi, c'est un comportement totalement inédit où des présidents qui ont maintenu à distance la presse au début de leur septennat ou quinquennat, ça s'est déjà produit? Pas d'après mes souvenirs, mais si vous voulez, il faudrait remonter très loin. En tout cas, il y aura une pratique nouvelle des relations entre le président et la presse. Merci beaucoup Didier Mauss d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui viendra répondre à vos questions alors qu'on annonce donc un trou à 9 milliards. Oui, et sans doute des réformes et revenir sur des promesses économiques qui ont été tenues. Ce sera un moment très important. À demain, 8h15, Fabien.